Alors, je vois qu'il est 16h pile, donc je pense que nous allons pouvoir commencer pour exploiter tout le temps de présentation disponible et avoir un peu de temps pour répondre à d'éventuelles questions. Donc déjà, bienvenue pour ce deuxième webinaire du deuxième jour de la Smart Manufacturing Week. Je remercie déjà tout de suite les différents intervenants qui ont accepté de venir témoigner. Jérôme Mersch, Sven Mertes, Stéphane Klang, Armand de Barros, Jean-François Zune et Jean-Marc Pirotte qui ne va pas tarder à nous rejoindre et que je vais présenter un petit peu plus amplement par la suite et qui vont prendre la parole à tour de rôle. Je m'appelle Emmanuelle Kipper, je suis Senior Advisor au sein de l'équipe PME de Lux Innovation et je vais donc animer ce webinaire en collaboration avec mon collègue Claude Ostert, qui est aussi Senior Advisor dans l'équipe PME et à qui je vais donner tout de suite la parole pour qu'il vous rappelle les règles de fonctionnement de base de la plateforme. Merci Emmanuel et bonjour à tous. Donc peut-être Emmanuel, la présentation. Elle arrive. On va rapidement regarder le fonctionnement de cette plateforme pour ceux qui la découvrent pour la première fois. Alors, bon, c'est très simple. Hein, donc sur votre droite, vous trouvez en fait différents onglets, dans notre cas seulement 3. Il y a d'abord le chat, donc pour pouvoir échanger, comme le font déjà quelques participants, avec tout le monde. Il y a aussi, très important, l'onglet questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet au cours des 4 interventions. Alors, pour vous expliquer, on a décidé de dérouler les 4 présentations l'une après l'autre pour être sûr que, comment dire, on arrivera à faire toutes les présentations dans l'heure qu'on a prévue. Et on va garder les questions vraiment pour tout à la fin. Donc voilà, et j'espère qu'on aura du temps encore disponible pour traiter l'une ou l'autre question. Alors, n'oubliez pas de poser ces questions-là. Après, il y a encore un onglet où vous voyez les personnes connectées. Sur votre gauche, il y a aussi différents onglets. Et en bas, c'est des informations sur la session. Et si vous cliquez sur le Back to Lobby, en fait, vous revenez sur la page qui est affichée actuellement. Donc, c'est un peu votre porte d'entrée, hein, ou aussi sur votre gauche, vous pouvez trouver différents onglets pour mettre à jour votre profil, voir l'agenda, aujourd'hui et surtout aussi celui de demain matin, liste des participants et des speakers, et aussi un lien qui vous permettra de vous connecter aux autres personnes, ce qui est bien sûr important et un des buts aussi de cette Smart Manufacturing Week. Et du coup, je veux aussi mettre le focus sur la Virtual Booth, qui est sur l'autre slide, comme ça on le voit un peu mieux, où en fait vous pouvez aussi accéder des informations des différents service providers. Donc voilà, n'hésitez pas de vous servir de cet événement pour faire des connexions, trouver des partenaires potentiels, des solutions que vous recherchez, parce que c'est ça aussi un des buts importants de cet événement. Voilà, je repasse la parole à Emmanuel. Merci Claude pour ces explications très claires. N'hésitez donc pas à poser vos questions tout au long des différentes interventions. Effectivement, on essaiera d'y répondre à la fin. Avant de vous détailler précisément l'agenda et vous expliquer qui dira quoi sur quoi, peut-être quelques éléments pour remettre un petit peu les choses en perspective et vous resituer le contexte. Donc, la Smart Manufacturing Week est un événement qui est organisé par le cluster matériaux au sein de Lux Innovation, qui a vocation à regrouper et animer un réseau d'entreprises qui sont actives dans le réseau dans le secteur des matériaux composites, plastiques, etc. et à les accompagner dans tous leurs projets. On va retrouver dans tous ces projets effectivement 2 thématiques récurrentes et qu'on risque de retrouver souvent de manière récurrente pour les années à venir, qui sont la sustainability et la digitalisation.
en espérant que la digitalisation soit au service d'un développement durable. Et l'objectif du webinaire qui va se dérouler, c'est de mettre la lumière sur les PME au sein de ce secteur de manière élargie et de partager avec vous leurs expériences de la digitalisation. Alors, parce que c'est vrai que quand on dit digitalisation, on peut se poser la question de savoir de quoi on parle exactement. Est-ce que c'est mettre en place un ERP? Est-ce que c'est avoir un nouveau site e-commerce? Est-ce que ça peut être aussi de la robotisation? Ou on peut aussi se demander comment est-ce qu'on intègre la digitalisation dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, l'objectif, c'est au travers de ces différents témoignages de répondre à ces différentes questions et de voir ces différentes dimensions et comment elles ont pu être assimilées au sein de différentes entreprises de différentes tailles, avec différents secteurs d'activité et des intérêts différents. Donc, je voudrais remercier chaleureusement les entreprises ici présentes qui ont accepté de venir témoigner pour partager avec vous leur expérience de la digitalisation. En premier lieu, nous aurons donc l'intervention de Jérôme Mersch, qui est directeur de production chez Fenster Mersch. Fenster Mersch existe depuis 1949 et l'entreprise a régulièrement évolué et vous allez voir que maintenant, elle est bien avec son temps et elle a réussi à intégrer la digitalisation dans sa stratégie qui en fait partie de manière complètement intégrée pour répondre à des défis très actuels. Son intervention sera suivie par celle de deux consultants, quatre tout-terrain, Sven Mertes et Steffen Klang de la société Traction. Je pense que leur mot d'ordre, c'est le pragmatisme avant tout. Ils connaissent bien la digitalisation parce que c'est un sujet qu'ils abordent régulièrement avec les entreprises et ils exposeront de manière très concrète comment un système de planification de la production peut présenter de l'intérêt dans une entreprise. Leur intervention sera suivie par celle d'Armand de Barros, qui travaille pour la gestion commerciale de la société Bexeb, qui est une société qui a été créée assez récemment et dont la croissance a beaucoup cru ces dernières années, avec deux axes autour de la digitalisation. Un qui concerne l'organisation de la production, de la gestion des commandes en interne, et la deuxième, la mise en œuvre d'un nouveau canal de vente pour sa clientèle. Et en dernier lieu, nous aurons Jean-Marc Pirotte et Jean-François Zune. Jean-Marc Pirotte est le gérant de Soudoplast, qui est spécialisé dans la chaudronnerie plastique industrielle. Et Jean-François Zune est le gérant de Zelitech Group, qui propose des solutions robotisées. Et quand la chaudronnerie plastique industrielle rencontre des solutions robotisées, on obtient un projet de robotisation d'une ligne de production qui est toujours en cours et ils nous en diront plus. Voilà, j'espère que le menu vous aura alléché et maintenant que les présentations sont faites, je vais laisser la parole à Jérôme Mersch. Merci. Voilà, bonjour, vous entendez-moi? Alors, tout le monde voit la présentation? Tout est bon. Très bon, alors ça va. D'accord, alors je m'appelle Jérôme Mersch. Comme Emmanuel a déjà expliqué, je suis le directeur de Fenster Mersch, le directeur de la production. Oui, l'entreprise a été créée en 1949 de mon grand-père à Brachtenbach. Il a repris une menuiserie existante et 35 années plus tard, l'entreprise a été reprise par mon père et son frère Piet et Ax Mersch. Puis ils ont créé la menuiserie Mersch Frères. Et quelques années plus tard, en l'année 2000, ils ont déjà fait des transformations importantes sur le corps de bâtiment et nouveaux investissements dans le domaine des machines. En 2012, ils ont fait agrandir le parc de machines par une fraiseuse à commande numérique. Avec celui-là, on sait faire des fenêtres spéciales, ça veut dire des fenêtres rondes, des portes d'entrée. Pour cette année-là, c'était déjà une machine moderne. Alors, en 2015, la société Fenster Mersch était reprise par les trois fils,
c'était mon frère Joé, mon cousin Marc et de ma part. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Fenstermerge? On est producteur des fenêtres bois et bois alu. On fait aussi de la pose des portes et des fenêtres, et tout ce qui est protection solaire. C'est aussi réglé par nous. Ça veut dire on fait toute la pose, on fait toute la gérance au chantier avec le client et l'architecte, tout le planning. C'est vraiment déjà un gros métier. Voilà, les défis identifiés. Pendant des années, on profitait d'une réputation menant et une forte croissance de projet. Alors, notre firme grandissait de peu à peu et à un certain moment, nos ateliers devenaient trop petits et irrationnels et il nous manquait une structure de gestion. Alors, avec des investissements importants, on a réalisé un nouveau bâtiment de production, la transformation de l'ancien site des bureaux en administratif et technique, ainsi le nouveau showroom. Puis, il fallait donc organiser les crédits nécessaires, négocier avec nos fournisseurs, les attentes clients, je dirais notre personnel, communication interne, planifier des formations, gérer la production. Et d'autre part, on avait pour l'instant aussi vraiment des difficultés à trouver du personnel qualifié. Pour tous ces défis, il nous fallait de l'aide extérieure par des experts qualifiés, ce qu'on a trouvé chez Traction. Alors, l'approche, après un premier inventaire par les experts externes, nous commençons des discussions stratégiques. On définit plusieurs lots de travail, plus les thèmes principaux, comme la gestion financière, processus commerciaux, la gestion du personnel, l'optimisation des flux de production et finalement l'approche de la digitalisation. On faisait un plan phase par priorité. Voilà, ici vous voyez notre plan, ce qu'on a fait, il est vraiment bien fait là. On faisait un plan phase par priorité, les finances, vente, production, ségrégation des tâches entre les trois dirigeants et une feuille de route. Les différentes phases étaient bien définies et en détail et en horaire. C'était vraiment pas mal organisé et en tout cas, ça a vraiment bien fonctionné. Après différentes discussions avec nos experts et entre notre comptable, on s'est décidé d'investir dans divers logiciels pour la gestion administrative et comptabilité, pour le calcul du coût de nos produits. Pour le calcul de nos produits, c'est le même logiciel qu'on utilise aussi pour gérer notre production. Ça veut dire avec ce logiciel-là, on arrive aussi à faire toutes les commandes des marchandises, toutes les listes de production, tous les dessins, ce qu'on a besoin sur les chantiers. Tout ça est compris dans ce logiciel-là. Et puis après, encore pour vraiment faire la gestion de la production et pour les dates de livraison, là on a encore un autre
logiciel, ce que vous êtes présenté par Sven et Stéphane après ma présentation. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme d'habitude? Ici, vous voyez encore bien logiciel clés. Avec celui-là, on sait faire toutes nos offres, les factures et les calculs. Et avec clés, on fait les listes de production, les commandes, les dessins. C'est tout compris dans le programme clés. Puis après, l'Asprova, c'est le programme de gestion pour la production et le montage. Et après, encore le booking, scanning pour la calculation et la comptabilité, les salaires. Et pour chaque session, c'est toujours mon cousin Max qui s'occupe pour les ventes et l'achat. Et c'est Bob qui fait la gérance de la production et du montage et les commandes de marchandises. Et au dernier, c'est mon frère qui s'occupe de la comptabilité de l'entreprise et qui fait aussi les salaires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme retour de l'expérience? Alors, l'implication du personnel clef, c'est vraiment important, ce point-là. Comprendre et expliquer vision digitale. Au début, c'était pas toujours facile pour bien comprendre tous les logiciels et le futur du digital, mais en départ, si on a une fois travaillé avec les logiciels, on voit quand même que c'est la direction que ça va aller en futur. L'alignement entre les chefs d'entreprise, c'était aussi chez nous ici pas toujours facile parce qu'il y a quelques années où on a travaillé entre les trois fils et encore avec le père et c'était pas toujours facile, mais là on a maintenant déjà trouvé une très bonne solution. Bien comprendre les besoins avant d'acheter les logiciels. Ça, c'est aussi un point très important parce que je peux parler avec tous les vendeurs des logiciels. Les logiciels savent tout faire, mais si on achète une fois un programme sans savoir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, là, on va perdre d'argent, ça c'est sûr. Et impliquer les fournisseurs en demandant des proof of concept avant achat des logiciels, garder la pression. C'est toujours mieux ou essayer pour trouver une solution avant d'acheter un logiciel pour avoir un test limité du programme pour pendant quelques mois ou un an où on sait vraiment faire travailler une fois dedans et voir est-ce que ce programme-là c'est vraiment ce que nos entreprises ont besoin. Et voilà, et avec cette structure bien définie, la digitalisation de l'entreprise et avec l'aide par les experts et les supports de l'exonération, nous avons retrouvé le bon sens de gérer notre firme, un nouvel alignement entre les chefs de l'entreprise, et les personnes clés et nos fournisseurs. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, vous pouvez les demander après ou maintenant, c'est comme vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mersch. C'était très intéressant. Je comprends que chez vous, la digitalisation, une des clés de la réussite de cette transformation, ça a été analyser les besoins, partager la même vision déjà au niveau de l'encadrement et après avec les équipes, faire procéder par étapes et puis vous faire accompagner en fait. Ouais. D'accord. Eh ben, en parlant d'accompagnement et de consultants, je vais laisser la parole à Sven Mertes et Stefan Klang de la société Traction qui vont donc parler plus précisément des systèmes de planification de production. Merci.
Merci bien. Merci. Malheureusement, j'ai plus le bouton pour partager sur mon écran. Ah là, je l'ai. OK. Donc, permettez-moi de partager la présentation. Voilà. Donc, en fait, voilà, notre petit exposé de 10 minutes et un quart d'heure parlera des avantages, de l'utilité pragmatique d'un système de planification de production. Avant de se lancer dans le vif du sujet, deux petits slides sur notre société, qui nous sommes. Donc, en fait, nous sommes un groupe d'experts seniors en partageant les mêmes valeurs de pragmatisme. C'est de conseiller des entrepreneurs à travers d'un esprit d'entrepreneur. On existe depuis 2007 et nous sommes à peu près une vingtaine de personnes. Notre clientèle, c'est surtout les PME comme Fenstermersch et d'autres. Vous voyez là que c'est un peu à travers toutes les différentes types de PME au Luxembourg et la grande région. Mais comme nous avons tous un vécu industriel, national et international, nous avons aussi un bon panaché d'autres projets, que ce soit Industrie 4.0 ou des programmes beaucoup plus vastes dans des grandes sociétés ou des institutions publiques. Donc, on a essayé de résumer en quelques slides des utilités très pratiques et très essentielles pour nous d'un système de planification de la production. Premier thème ou premier point clé pour nous, c'est que la planification peut être automatisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'en modulant, en comprenant et standardisant des processus et des règles de planification, on peut vraiment réduire de façon significative l'effort de planification. Dans beaucoup de sociétés, il y a des gens qui s'occupent de la planification et on rencontre très souvent que cette tâche ou la consommation majeure du temps en temps de cette personne consiste à collectionner des données et à mettre ces données, à modéliser ces données dans un outil quelconque ou dans Excel, ce qui existe aussi. Donc, un logiciel de planification permet de réduire ce temps de façon significative et d'automatiser. Et évidemment aussi, comme les règles sont modélisées, ça permet une cohérence dans le temps des règles de planification et ça enlève ça enlève la dépendance du savoir-faire du planificateur. Au mieux, si les règles sont bien modélisées et l'outil est bien maîtrisé, il y a peu, voire pas d'ajustement manuel à faire dans la planification et on se retrouve avec une planification détaillée de chaque tâche, chaque personne, chaque machine. Ça dépend un peu de la société ou du processus spécifique. Deuxième élément, un peu dans le même esprit d'épargner du temps et de la rapidité. Avec un outil de planification, on peut rapidement répondre à des demandes clients ou simuler des situations éventuelles, que ce soit dû à des changements internes, faute de personnel ou des gens ou problèmes de machines, ou externes, si par exemple des fournitures de matières premières ou des délais de livraison externes changeraient. Donc on peut, à l'aide d'un outil, rapidement simuler l'impact que tel changement ont sur. Et évidemment, on peut aussi faire évoluer cette planification de façon dynamique en changeant les règles et en tenant compte d'une modification éventuelle des règles de planification. Par exemple, quand il y a un impact sur une machine ou qu'il y a au lieu de 3 centres de production, il n'y en a que 2. Donc cet ajustement dynamique peut être reflété de façon très rapide. Si on calcule ou si on n'a pas d'outil de planification automatique ou pas de logiciel, ça peut être assez conséquent en temps, voire parfois même impossible de remodéliser en temps dû l'impact sur la planification.
Troisième élément, troisième utilité essentielle pour nous, c'est de pouvoir faire des simulations réalistes ou réalistiques. C'est de visualiser vraiment auparavant, donc à moyen et long terme, la charge de travail pour les différentes ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient machines, et de vraiment pouvoir déterminer et calculer, et pas uniquement estimer les délais de livraison. Et ça, même pour, cette question on a assez souvent, même pour des projets très complexes ou des machines uniques ou des projets uniques. Donc, c'est pas uniquement pour des productions répétitives. Et évidemment, l'essentiel de bénéfice des simulations, c'est d'être un outil pour prendre des décisions stratégiques, que ce soit au niveau priorisation de projets, que ce soit au niveau planification de la production en tant que telle. En bas, les screenshots montrent un peu, je me rends bien compte qu'on peut pas lire, mais par exemple, combien le workload par machine centers ou vraiment voir la séquence logique de planification d'étapes individuelles pour un projet ou une commande. Et puis, un outil est aussi là pour visualiser l'état des choses, donc pour en fait pouvoir critiquer, remodeler les processus ou les règles de production, mais aussi reconnaître rapidement l'état actuel des choses pour voir quels projets sont en danger d'être livrés en retard, où est-ce qu'il faudrait réagir et prendre les mesures nécessaires, pas au moment où les problèmes se produisent, mais bien en amont pour garantir un flux bien contrôlé dans les productions et pour respecter envers des clients. Donc en fait, c'est pour préempter, pour réagir, comme on a mis là avant l'heure, donc avant les événements, et en fait de savoir en quelque sorte déjà ce qui va se passer si on change rien au niveau planification, en rajoutant des ressources, en changeant des priorités, ou même peut-être en appelant des clients pour essayer de bouger l'un ou l'autre projet pour que le schedule puisse être maintenu. Donc ça sont quelques utilités, mais ce qu'on dit toujours aussi, parce que c'est bien un peu comme Jérôme l'a dit, c'est bien de parler de logiciels, c'est bien de parler d'outils, et je pense que des outils informatiques ou la digitalisation en tant que telle a vraiment beaucoup de valeur ajoutée, mais on met toujours l'accent sur le fait que un logiciel ou un outil n'est jamais la solution en tant que tel. C'est essentiel de connaître ces processus, c'est essentiel de pouvoir modéliser ou décrire les règles de planification. Ça ne doit pas être très fastidieux, ça ne doit pas être très complexe, mais au minimum, il faut vraiment comprendre et essayer d'extraire de la tête des gens qui font la planification quelles règles implicites ils appliquent à la planification, parce que souvent ce sont des non-dits, souvent ce sont l'expérience individuelle de la société ou des individus, et ça il faut modéliser avant de pouvoir vraiment bien exploiter un outil. Et il faut jamais sous-estimer non plus la gestion du changement dans les sociétés, dans les individus, et évidemment aussi l'effort d'implémentation ou d'interfaçage éventuel avec d'autres sources qui existent déjà dans les sociétés. Donc pour finir, on a inclus deux slides. Donc vous avez vu des screenshots. C'est en fait un outil qui s'appelle Asprova, qui est un Production Planning System Tool, un Advanced Planning System Tool que Fenstermesh a aussi implémenté, dont Jérôme a parlé. On était à la recherche il y a quelques années d'un logiciel qui digne de nos attentes ou qui puisse remplir nos attentes. Et c'est ce logiciel japonais qu'on a trouvé qui remplit toutes les attentes, parce qu'il est en fait conçu pour tout type d'application, et ils sont pas encore trop connus en Europe, mais ils ont 60% de part de marché au Japon et respectent la philosophie japonaise du lean management. Et notre approche en fait partie des Worldwide Partners pour Asprova. Notre domaine c'est le Benelux. Et
comme je pense Emmanuel l'a dit auparavant, on est un peu plus pragmatique, on est du no-nonsense et l'approche qu'on applique, c'est toujours d'abord faire un proof of concept, de vraiment démontrer l'utilité d'une telle application avant de parler même d'achat ou de vente de logiciels. Donc, c'est un peu anormal dans le monde des logiciels. Normalement, on achète et puis on y va. Nous, on agit un peu dans l'autre sens. Voilà, ça conclut notre présentation. On a rattrapé un peu le retard, donc on est 16h30 pile à l'heure. Merci pour ce parfait respect du timing. ça fait plaisir. Oui, effectivement, vous avez la digitalisation, le logiciel, c'était un outil, et derrière l'outil, il y a toujours l'humain. La digitalisation, c'est pas la déshumanisation. L'idée, c'est effectivement de mettre la valeur ajoutée de l'homme ailleurs. Néanmoins, un outil de gestion de planification de la production permet quand même de gagner, de répondre plus vite et mieux à des demandes du client, donc effectivement de gagner en efficacité et en productivité. Et je pense que c'est un constat qu'a dû faire aussi Armand de Barros de la société Bexeb dans la mise en œuvre de la digitalisation, non pas là dans la production, mais dans la gestion des commandes. Exactement. Il va pouvoir nous en parler. Exactement. Alors, je vais juste partager fenêtre. S'il veut bien se présenter. Je profite de ce temps pour rappeler à nos auditeurs de rajouter de poser des questions. Hein. On a l'onglet questions. Donc, il y a Caroline qui en a déjà posé 2, mais j'espère qu'il y en a encore d'autres questions qui Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cet événement. Je m'appelle Armand, je fais partie de la société Bexeb et je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de l'expérience qu'on a eue à travers notre volonté de digitaliser certains de nos process. Donc, Bexeb est une société qui a été créée en 2002 au Luxembourg. En fait, c'est le résultat d'une fusion de 2 sociétés qui existaient déjà auparavant et qui opéraient dans le secteur de la distribution de boissons et de produits alimentaires. Alors, initialement, on était situé sur Compiègne et on a décidé, en fait, pour des raisons d'expansion d'activité, Pardon, monsieur, de vous interrompre, mais en fait, moi, je ne vois pas votre présentation. Il me semble que d'autres personnes ont aussi ce problème. Oh, alors attendez. Pourtant, j'ai. Essayez de. Si ça coince, on a la présentation, on peut la partager nous, si vous n'y arrivez pas. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu mieux? Alors, attendez. Non, là, c'est voilà. bon. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. Désolé pour le petit souci. Alors, donc je vous disais, on a décidé de s'agrandir et on s'est installé dans nos propres locaux qu'on a fait construire sur la commune de Bacharach. Aujourd'hui, on totalise plus ou moins 6 000 m² de surface totale, dont 3 à 4 000 m de surface de stockage uniquement dédiée à la marchandise que l'on propose. Alors, on a un secteur qui est dédié uniquement aux frais positifs, l'autre aux frais négatifs, et tout le reste, c'est du sec, notamment des boissons et d'autres produits qu'on peut proposer. Donc, on opère essentiellement sur des secteurs où on vend des produits tels que du vin. En fait, on est en relation directe avec des producteurs au Portugal de régions viticoles différentes. Donc, on propose des vins et différents portos, donc de toute qualité, mais on essaye de ramener une bonne image et avec des produits premium. On fait également des spiritueux, des boissons diverses, non alcoolisées. On fait de l'alimentation générale et, comme je vous ai dit, des produits frais et surgelés. On opère sur des clients en fait, qui sont principalement axés sur l'ORECA. Une grande partie aujourd'hui de notre cœur de business, c'est avec le retail, donc tout ce qui est grande distribution.
On a d'autres homologues également qui sont nos clients des grossistes. On fait du marché traditionnel tel que les épiceries, les stations essence et l'office market, donc tout type de société. Alors, dans un souci et dans une volonté de vouloir se développer et digitaliser nos différents process, on a fait appel à Luxinnovation via le programme Fit for Digital. Et en fait, on a été en contact assez rapidement avec des prestataires, des consultants en fait, qui nous ont permis en fait d'évaluer aujourd'hui notre maturité digitale. En fait, ça nous a permis de faire une analyse de comment on fonctionnait actuellement et quelles étaient nos forces, nos faiblesses, et en tirer les opportunités en fait. Ça nous a permis d'établir une vision stratégique. On a eu des recommandations sur ce qu'on devait procéder, la manière dont on devait procéder pour avoir une bonne optimisation de la digitalisation. Et en fait, ça nous a permis également aussi, avec ces prestataires, de pouvoir rédiger un document que l'on appelle RFI. Et ce document, en fait, a repris tous nos besoins et on a pu le soumettre à différents prestataires de RP pour pouvoir faire nos demandes à ce niveau-là. Donc, en fait, on en a tiré deux objectifs principaux. L'un, le premier, la dématérialisation complète du process de commande et de livraison, sachant que l'idée principale étant d'informatiser notre dépôt de marchandises. Et ensuite, on a désaxé la chose en termes un peu plus commercial, digitaliser au maximum nos échanges avec nos clients. Donc, en fait, c'est un process qui a été assez long pour nous. Ici, vous avez une représentation du planning qu'on a mis en place pour 2021, sachant que avant ces dates-là, nous avions déjà pris soin de travailler sur notre infrastructure informatique. Alors, pour vous donner juste une petite idée, en fait, on avait mis à jour et refait faire nos serveurs informatiques pour pouvoir être sûr que tout ce qu'on allait amener par la suite, les nouveaux ERP, etc., allait être capable de pouvoir encaisser la transition informatique qu'on allait engager. Donc, sur les 3 premiers mois de 2021, et ça nous a servi en fait un petit peu à mettre en place le nouvel ERP, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le prestataire avec lequel on travaillait auparavant n'avait pas les capacités de pouvoir nous suivre sur nos différents projets. Donc, du coup, dans l'analyse, on a pu constater qu'il fallait vraiment qu'on passe sur un ERP différent. Donc, on est passé sur Mercator. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais nous, on travaille avec Agilux, donc c'est un ERP qui est assez performant. Donc, on l'a mis en place, on a commencé en mars. Alors, je vous avoue qu'au début, ça faisait un petit peu peur, sachant que l'ERP avec lequel on travaillait avant, ça faisait 20 ans que la société travaillait avec. Donc, au niveau des transitions, ça faisait un petit peu peur. Mais mon grand étonnement, tout s'est très bien passé et le personnel s'est très bien adapté au nouvel ERP. Suite à ça, en fait, on a pu mettre en place directement l'application commerciale. Donc, l'application commerciale que les commerciaux utilisent via une tablette. Donc, en fait, c'est finalement une représentation sur application de notre ERP directement sur un objet, enfin sur un outil portable. Et dans le même temps, on a commencé les analyses au niveau de l'infrastructure du dépôt, notamment en termes d'installation Wi-Fi, étant donné que par la suite, on voudrait utiliser des PDA dans le dépôt. Donc après, ça en est suivi toute une analyse. On en est arrivé au mois de juillet, août, plus ou moins, sur une installation complète de notre entrepôt au niveau du Wi-Fi. On a pu commencer à faire des tests au niveau de l'application PDA également, que je vous présenterai peut-être juste après. Et là, actuellement, on est sur la fin. On vient tout juste de valider les analyses au niveau de l'application WMS et qui devrait être mise en place normalement à partir de janvier 2022.
Donc, pour le premier objectif, au niveau de la dématérialisation du process de commande et de livraison, donc on a mis en place une application pour les commerciaux. Cet outil-là, en fait, ça leur permet en fait d'avoir un accès à la base de données clients et articles, de pouvoir consulter leur planning hebdomadaire et éventuellement de pouvoir le changer, etc. Et, gros point très important, de pouvoir passer des commandes. En fait, c'est un outil qui est en constante évolution chez nous. C'est une sorte de petite révolution. En fait, on n'a plus besoin, les commerciaux n'ont plus besoin d'appeler chez nous pour pouvoir passer les commandes directement avec les personnes concernées. Eux peuvent le faire directement via leur outil. Et donc, c'est vraiment une application qu'on essaye de développer en permanence. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, c'est une application qui fonctionne sur Android. Alors, pour des raisons de confidentialité, je n'ai pas pu vous mettre trop d'exemples, mais ça ressemble à ça. Voilà, on peut avoir accès à des fiches clients, pouvoir encoder des commandes. Et voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'ils peuvent faire maintenant avec cet outil. Et les avantages, c'est que cet outil-là est tout en un. C'est-à-dire que le commercial est maintenant indépendant en extérieur. Il peut faire ses propres commandes lui-même, avoir accès à tout un tas d'informations et être assez réactif finalement sur ce qu'il doit faire dans son rôle de commercial. Donc, sachant que les commandes qui sont envoyées via cette plateforme arrivent directement dans notre dépôt pour la préparation. L'autre point est également l'application mobile WMS, donc qui est en cours de développement et, comme je vous ai dit, devrait arriver en production à partir de janvier 2022. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre volonté de développement et de digitalisation. Est-ce que vous pouvez juste, préciser ce que c'est WMS, s'il vous plaît? Oui, alors c'est Warehouse Management System. Donc, en gros, c'est une application, une sorte de système qui permet de gérer son entrepôt de manière informatique. Voilà. Donc, nous, on va l'informatiser sur des PDA. En fait, les PDA, ce sont des appareils mobiles que les préparateurs auront sur eux dans l'entrepôt. Et donc, en fait, cet outil permettra d'avoir accès à la base de données articles, fournisseurs et clients. Ça va leur permettre également de pouvoir préparer des commandes clients, de faire de la réception marchandises, de faire des inventaires et des contrôles de stock et de faire de la gestion d'emplacement et de mouvement. Alors ici, vous avez une petite photo, une représentation d'une partie de notre entrepôt pour voir un petit peu la dimension dans laquelle on travaille actuellement. Alors, ici, vous avez un exemple de la manière dont on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Donc, les commandes arrivaient dans une imprimante et les préparateurs allaient récupérer les bons de commande papier directement à l'imprimante et partaient avec un transpalette pour pouvoir faire les commandes. Donc, tout était manuel en fait. Et aujourd'hui, on souhaite passer sur des PDA tels que vous le voyez ici. Tout serait centralisé sur ce produit, sur cet appareil. Et ça permettrait en fait finalement d'éviter beaucoup de choses en fait, ce que je vais vous exposer maintenant. Donc c'était un outil tout en un. La réception des commandes se ferait directement via le système informatique et non plus en version papier, ce qui est très intéressant pour nous pour éviter tout type d'erreur, que ce soit en préparation ou en inventaire, et on pourrait avoir une gestion de stock bien plus optimisée. Alors, quand je dis la réduction des erreurs, en fait, c'est tout simple. Les PDA nous serviront en fait à scanner les produits qu'on souhaite intégrer aux commandes. Et ça évite en fait finalement, si un produit n'est pas censé être dans une commande, si on le scanne, le PDA nous dira directement voilà, ce n'est pas le bon produit, tu dois te référer à une autre référence. Donc, c'est très intéressant pour nous pour éviter ce genre d'erreur. Alors, le but aussi est de pouvoir implémenter chez nous une application mobile chauffeur. En fait, cet outil-là permettrait d'avoir pour les chauffeurs, encore une fois, un accès aux bases de données articles et clients, de pouvoir consulter leur feuille de route, d'avoir sous format informatisé leurs factures et les BL, donc c'est-à-dire les commandes qu'ils doivent livrer directement aux clients sur l'appareil, de pouvoir faire des SAV et des retours,
d'avoir des indications de route en temps réel. Donc ça serait vraiment un must pour nous, et pouvoir faire de l'encaissement via carte bancaire. Donc là, en fait, je vous montre rapidement l'appareil avec lequel on souhaite travailler. En fait, c'est pareil, c'est toujours la même chose. C'est une base d'appareils en Android qui est développable vraiment à souhait. Donc, c'est pas encore en cours de développement, mais ça arrivera courant 2022. Donc, pour ce qui est de l'objectif, le deuxième objectif, la digitalisation au niveau des process commerciaux et nos échanges avec les clients, on souhaite ouvrir un web portail qui permettrait à nos clients en fait, de faire de la consultation en ligne de leur propre profil. En fait, on leur donnerait à leur disposition les infos que nous, aujourd'hui, on a, mais visualisables par eux-mêmes. Donc, de l'info générale, de l'historique, etc. Ça peut être très intéressant. De la consultation en ligne des informations concernant les articles. En fait, on a beaucoup de demandes concernant nos produits, en fait, parce qu'on a plus de 3000 références et ce n'est pas forcément évident de communiquer avec les clients sur les 3000 références. Donc là, ils auraient accès à notre base de données de manière restreinte pour pouvoir consulter les photos, les fiches techniques, etc. Et pour ce qui est de la prise de commande, ça pourrait se faire directement via cette plateforme. Donc pareil, au niveau des SAV, ça pourrait se faire, les tickets pourraient se faire directement via cette plateforme. Je vais également parler de l'EDI. Donc en fait, l'EDI, c'est un échange de documents informatisés. Donc là, en fait, on serait plus axé avec les échanges commerciaux au niveau des acteurs de la grande distribution. C'est quelque chose qui se fait beaucoup actuellement et qui nous permettrait en fait de gagner énormément de temps au niveau de la prise de commande chez eux. En fait, pour vous expliquer très rapidement, le DI, c'est une sorte de tunnel qui permet de faire la connexion entre leur langage informatique et le nôtre. Et ils pourraient envoyer des commandes qui se génèrent automatiquement chez nous. Voilà, et ils pourraient, à travers ça également, comme c'est des clients qui ont également beaucoup de demandes au niveau des fiches techniques, des photos et des prix, pouvoir avoir accès directement aux informations. Donc voilà, pour conclure rapidement la présentation, les objectifs principaux à travers ces changements qu'on vit un petit peu chez Bexep, c'est d'accroître de la meilleure façon possible la performance chez nous, que finalement tous les flux soient fiabilisés et que finalement le gros de tout ça soit sécurisé. Donc voilà, c'était nos objectifs principaux par rapport à la digitalisation au sein de Bexep. Donc je vous remercie pour votre écoute et voilà. Oui, donc encore un autre beau projet de digitalisation et aussi qui nous montre bien le potentiel de ces solutions numériques. Merci beaucoup, Monsieur de Barros, pour cette présentation. Merci à vous. Et donc, voilà, le temps de passer à la dernière présentation de cette session. Donc, maintenant, il s'agit de robotisation chez Pseudoplast. Donc, aussi pour augmenter la performance ou augmenter la productivité, mais aussi pour réduire la pénibilité du travail de soudure de ces plaques en polyéthylène. Donc, Monsieur Pirotte, je vous prie de partager votre présentation et je rappelle à notre audience de ne pas hésiter à poser des questions. Voilà, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc là, je ne sais pas si c'est partagé. Donc, mon nom est Jean-Marc Pirotte. Je suis le fondateur et le dirigeant donc, de Pseudoplast. Dans une première partie, je vais vous expliquer qui on est, ce qu'on fait, parce que la robotisation n'était pas nécessairement une solution évidente. Donc, en seconde partie, Jean-François Zune, la société Zelitech, présentera la solution robotisée, donc de manière plus technique, on va dire. Et que fait Pseudoplast? Donc, dans la première phrase, il y a beaucoup de mots importants. Le plastique industriel, ça veut dire le plastique n'a pas nécessairement bonne renommée auprès des médias actuellement.
Les plastiques industriels, on parle plus de matières vierges, notamment les polyéthylènes haute densité, les polypropylènes. Ce sont des plastiques donc, qui ne dégagent pas de gaz lorsqu'on les travaille ou qui sont en qualité alimentaire. Et le seconde partie pour des biens d'investissement. Ce qui est beaucoup décrié, ce sont les biens de consommation utilisés une seule fois. Ici, toutes nos productions, on les voit plutôt à un horizon à 50 ans, avec un cycle de recyclage tout à fait possible ou des modifications en cours de vie. On construit, donc nous sommes 20 personnes, on construit des projets sur mesure, presque que des projets sur mesure, donc nous n'avons pas de catalogue avec des produits finis. Et c'est un peu pour ça que la robotisation n'est pas nécessairement un premier objectif pour la rentabilité. On fait des petites séries industrielles, ça veut dire jusqu'à 5000 pièces et ce sont des petites pièces. Et du prototypage, donc on n'arrête pas de changer le type de pièces que nous faisons. Ces pièces, de manière générale, je dis toujours, on pense tout ce qu'on veut, tant qu'on peut le payer, il n'y a pas de souci. Donc de manière plus basique, on fait des cuves rondes, rectangulaires, des étagères, des armoires, des laboratoires, de la tuyauterie, des zones en zone ATEX, des cages à chats, à chiens, on a fait des laboratoires de campagne pour MSF. Donc partout où le plastique peut être intéressant avec ses caractéristiques, donc généralement on se retrouve dans l'étanchéité, dans la sécurité, là, le plastique ne fait pas d'étincelles, ou dans la chimie, près des mers, où les environnements sont très, très agressifs. Une de nos caractéristiques, donc j'estime qu'on est dans une transformation d'artisanat vers la petite industrie. Nos machines sont encore très manuelles, ce qui les rend bien sûr très, très flexibles, mais elles sont parfois assez lourdes. Pour quel marché travaillons-nous? Si on reprend un peu la description que j'ai fait des produits, on se retrouve à peu près dans tous les marchés que l'on peut imaginer. Une des caractéristiques, on est souvent en sous-traitance pour des sociétés qui font soit des grosses œuvres ou des entreprises générales, et on reprend tous des points particuliers qui ne sont pas évidents à régler ou qui vont concerner entre 1 à maximum 10% du projet global, mais avec une très haute technicité. Si on le met en termes de secteur géographique, donc on a des usines de production, on peut faire de la tuyauterie, des cuves, des semi-machines, on a souvent des bacs avec des produits chimiques qui doivent circuler. Donc on s'occupe de la circulation, de la récupération, de la sécurité de ces machines. Dans le secteur de la construction, on en voit souvent le béton, l'acier ou le verre qui sort de terre, mais très souvent dans des endroits cachés, sous terre, là où il y a des endroits agressifs. Le plastique est très intéressant, souvent dans les travaux transversaux. C'est-à-dire que ce n'est pas le plastique seul qui va être intéressant, mais le plastique associé à l'acier, le plastique associé au béton, pour donner des nouvelles caractéristiques à des éléments traditionnels peu coûteux et très bien connus. On se retrouve beaucoup dans les bâtiments publics et privés. Quand je parle de gestion d'eau de pluie, quand on a un grand bâtiment administratif, donc on rentre dans des canalisations assez conséquentes avec des pièces particulières pour collecter toutes les toitures, ou dans des parties de traitement d'air où il faut des grosses canalisations de 1 mètre, 1,5 mètre, 2 mètres de diamètre. Donc on va aller produire tous ces éléments spécifiques. Par les caractéristiques du plastique, on se retrouve aussi dans l'aquaculture et l'agriculture. L'aquaculture, parce qu'on est souvent en eau de mer, donc là tous les aciers ont un peu un souci à long terme. Donc on essaie de nouveau d'associer les avantages du plastique avec des éléments structurels. Et dans l'agriculture, avec les nouvelles normes, on se retrouve aussi pour la récupération des produits phytosanitaires, pour le lavage des machines, donc partout où il faut récupérer des liquides en toute sécurité. Donc une fois qu'on a fait un peu le tour de ce secteur, mais pourquoi est-on passé dans un projet de robotisation alors qu'a priori, voilà, notre production n'est pas standard?
Donc, dans nos marchés, on rencontre de plus en plus souvent des gros éléments. Si on regarde, par exemple, la photo en dessous à droite, c'est un projet qui est abouti pour le transport de crustacés vivants sur la mer. Donc, en fait, ce sont des gros viviers que l'on, je vais dire littéralement, encastre dans des containers maritimes standards pour garder les crustacés vivants pendant plusieurs mois durant le transport, ce qui permet de les transporter dans leur eau initiale à une température qui ne les stresse pas jusqu'à l'arrivée, du moins chez les grossistes, je ne sais pas, c'est chez le consommateur final. Donc là, on voit directement, je dis, les petits containers font 6 mètres de long, 2,50 m de large, jusqu'à 2,80 m, 3 mètres de haut. On peut le faire manuellement, bien sûr. On l'a fait, on a développé les projets. Sur la photo de gauche, j'ai mis un exemple de ce qu'on utilise comme machine. Donc, lorsqu'on a mis les accessoires avec le câble électrique, avec le fil, il faut imaginer donc, le technicien qui porte à peu près 10 kg. Donc, quand c'est à 2,50 m de haut, ça devient assez compliqué. La robotisation non plus, on n'a trouvé aucun élément sur le marché, aucun robot, aucun outillage qui fait ce travail. On trouve beaucoup de machines qui sont pour des tâches répétitives. Et ici, le challenge de la robotisation, c'est vraiment d'avoir un robot dédié au métier. C'est-à-dire que les gens chez nous s'occupent de construction plastique avec toutes leurs caractéristiques. Et toute la partie programmation doit plutôt être dédiée aux spécialistes qui n'est pas nécessairement chez nous. Donc, ce qui nous emmène à la deuxième partie pour Jean-François qui va vous parler de robots. Bien. Merci Jean-Marc pour cette présentation. Donc on passe à la deuxième partie. Je me présente, Jean-François Zune, je suis le fondateur de Zelitech Group. Donc en fait, j'ai créé la société en 2011 et je m'appuie sur un réseau de sous-traitants, en fait, des experts autour de moi. Et en fait, nous construisons donc des machines et des équipements principalement pour l'industrie. On part d'un besoin, d'un papier, d'une idée, d'un cahier des charges. Et alors, on va accompagner donc le client de A à Z. On va également livrer et réaliser donc une machine ou une semi-machine, donc avec toutes les conformités CE. Donc, tout est possible. On est relativement flexible. Alors, au niveau de la décomposition de l'activité, donc, on fait la construction machine avec évidemment une analyse de la performance industrielle, beaucoup d'optimisation de process. Là, on arrive donc dans l'ingénierie transversale et si on veut passer dans la mise en œuvre de projet, à ce moment-là, on va adjoindre les services de maintenance, le SAV, les travaux, la formation et ou les conseils pour les projets. On en arrive directement donc dans le vif du sujet. Comme Jean-Marc l'a expliqué, voilà un petit peu ce que représente la chaudronnerie plastique. Donc, vous avez un opérateur avec un extrudeur. Il y a un cordon d'alimentation donc, pour la soudure. Et donc, la soudure va se faire avec, comment vais-je dire, sur la matière, le polyéthylène haute densité. Alors, au départ, en amont, on s'est posé un petit peu la question, voilà, le projet, qu'en est-il? Au niveau de Soudoplast, comme Jean-Marc l'a dit, voilà, il souhaite une solution flexible, accessible, simple. Ils ne sont pas roboticiens. Il veut que ce soit rapide, qu'il y ait des changements rapides d'outils. Et tout ce qui est gestion de trajectoire et de collision, en fait, doit être le plus possible automatisé. Alors, les soucis ou les problèmes rencontrés, c'est que il y a toute une connaissance en mécatronique, en robotique à avoir. Il y avait également toute l'analyse du benchmark, donc du marché, les compétiteurs, les concurrents. Il faut arriver à répéter le process. Ce sont quand même des tâches assez contraignantes. Il faut respecter la partie financière, parce que technologiquement, on peut trouver des solutions, mais il faut également que ça suive d'un point de vue argent. Et il y a quand même quelques risques technologiques qui sont liés, on va dire, à ce projet. De là, donc, on arrive à élaborer une solution robotisée en se disant, voilà, grâce à cette solution, on va gagner en ergonomie, on va diminuer les troubles musculo-squelettiques parce que l'extrudeur, ça pèse quand même. On va essayer de faire une interface homme-machine le plus convivial possible avec un logiciel qui va gérer
les données d'entrée jusqu'à la soudure robotisée. Et Jean-Marc l'a expliqué aussi tout à l'heure, donc garder le robot avec un métier, donc, et pas avec une tâche. Donc ça, c'était vraiment fort important, en sachant que grâce à ça, Soudoplast allait pouvoir aller vers de nouveaux marchés, de nouveaux produits, et avoir une qualité constante avec des très grandes dimensions. Bien sûr, le rôle du client à droite, il a la décision finale et c'est lui qui doit regarder si au niveau du financement, ça lui convient. Mais la solution robotisée, en fait, répondait vraiment aux besoins de Soudoplast. Alors justement, grâce à cette première analyse, on a pu avoir la naissance d'un projet d'innovation. Et là, donc je dois dire merci à Lux Innovation de nous avoir accompagnés et conseillés justement pour mettre en œuvre ce projet, qui est un projet qui dure sur 2 ans. Alors, sur le projet, en fait, on a eu il y a différentes contraintes à prendre en charge. Il faut savoir qu'un opérateur, au départ, donc, il va avoir un fichier 3D dans lequel il va utiliser une interface homme-machine et il va demander à un logiciel de fabrication assisté par ordinateur de gérer les données d'entrée. De là, le logiciel va effectuer des gestions de trajectoire et de collision. Pour justement, comme Soudoplast n'est pas roboticien et ne souhaite pas, en tout cas, se spécialiser là-dedans, l'idée, c'est vraiment d'avoir une automatisation également au niveau du logiciel. Alors, tout ça doit se faire en respectant les temps de cycle, en faisant un minimum de programmation. On va utiliser un extrudeur, un outil qui sera mis en bout de bras d'un robot, d'une machine. On va devoir gérer les consommables, donc les cordons, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, il y a le cordon qui suit le robot. Il faut également gérer son mouvement. Tout ça va se faire dans une philosophie SMED, c'est le changement rapide d'outillage, en sachant qu'en parallèle de tout ça, il faut fixer les plaques. Il faut penser aux contraintes du plastique, parce que le plastique se dilate et se contracte en fonction des températures. On est dans des grandes dimensions, il faut respecter la sécurité également, et on doit garantir une qualité de soudure extérieure-intérieure avec des tolérances et des normes en vigueur à respecter. Et alors là, on a eu une première cellule où on a fait les premiers tests de soudure. On a fait les premières soudures validées au niveau soudure linéaire, donc par robot. Et ici, on arrive directement donc à la solution, où là, actuellement, donc la solution qui a été retenue, c'est une solution 9 axes, où vous avez une structure mécano-soudée sur laquelle, en fait, il y a un portique 3 axes, X, Y, Z, sur lequel est fixé un robot 6 axes. Donc, c'est pour ça que je parle de 9 axes synchronisés. Et là, vous pouvez vous rendre compte au niveau de la taille. Donc, on parle de course sur les 3 axes en X de 8,5 mètres, en largeur 5,2 mètres et en hauteur 3 mètres. Donc, c'est quand même relativement conséquent et encombrant. Si j'ai encore un tout petit peu de temps, je vous montre au niveau de la gestion des trajectoires. Donc, en fait, le logiciel va permettre en fait, à l'opérateur de voir les trajectoires et le robot va automatiquement donc, se positionner pour effectuer toutes les soudures nécessaires, que ce soit à l'intérieur du container, puisqu'ici, donc l'exemple, c'est un container marin, en intérieur, mais également en extérieur. Et donc, tout ça peut être simulé, tout ça peut être maîtrisé, on va dire, de manière informatique. Alors, peut-être la dernière chose à donner comme information, au niveau des données d'entrée, donc l'opérateur va travailler avec un fichier STEP, un fichier 3D, et grâce au logiciel de fabrication assistée par ordinateur, il y a une interface en C# qui est créée, qui va être créée. Et là, l'opérateur va pouvoir soit gérer sa bibliothèque, et les informations, la soudure qu'il souhaite développer grâce à une bibliothèque, comme vous le voyez ici, on va dire à l'écran. Ou alors, si l'utilisateur ou l'opérateur souhaite aller un peu plus loin, il va s'amuser à modifier les codes. Et là, on a des codes G, donc c'est des codes CNC ISO tout à fait standards, avec la possibilité également de gérer ces codes. Donc finalement, on utilise un petit peu une base d'usinage, on va dire
multi-axes. Et ici, on va l'adapter avec la soudure plastique. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je vous souhaite merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, merci beaucoup, Monsieur Zun, Monsieur Perrot aussi pour ces explications sur votre projet de robotisation. Je vois aussi un bel exemple de ce qui est possible en se servant d'outils numériques. Alors, bon, il n'y a pas eu beaucoup de questions de l'audience, donc je pars du principe que les présentations étaient bien claires. Si vous avez bien sûr hésité à poser vos questions dans l'onglet, sachez que vous pouvez aussi contacter les intervenants et échanger sur notre plateforme avec eux. Je vois que, bon, si je regarde les questions, je profite quand même rapidement. Donc, il y a eu cette première question de Caroline pour Monsieur Mersch qui a répondu. J'aimerais quand même profiter aussi rapidement, demander à Traction de répondre à l'autre question qui est en relation avec les prérequis pour installer le logiciel. Peut-être rapidement aussi pour du coup quand même répondre à cette question. Oui, c'est-à-dire pour l'introduction du logiciel Asproba, typiquement nous commençons vraiment avec une analyse des processus, des procédures existantes pour vraiment pour qu'on puisse faire une adaptation du logiciel aux besoins du client. C'est-à-dire nous, de notre côté, on établit le prototype dans le logiciel. C'est-à-dire à ce moment, c'est nous. Deuxième chose, c'est on donne une formation de base aux clients, c'est-à-dire chez Fenstermash, je crois on avait 3 personnes dans la formation, le frère de Jérôme par exemple, pour qu'il n'y ait pas seulement une seule personne qui sait maîtriser le logiciel, pour qu'il y ait toujours plusieurs personnes qui sont plus ou moins au même niveau. Et ensuite, c'est-à-dire le prototype est fait de notre côté, la formation de base est donnée, et à ce moment-là, on fait une formation avec le prototype du client, avec le personnel du client. C'est-à-dire le personnel du client utilise le prototype préparé. Et on travaille déjà avec les informations, les données du client pour qu'il voit comment son entreprise est modélisée dans le logiciel et pour qu'il puisse valider la fonction. Et ça, c'est ce qu'on appelle le proof of concept, c'est-à-dire on donne la formation, le client peut déjà travailler avec le logiciel, avec ses données, et on ne montre pas n'importe quoi. Et au moment que le client, dans ce cas-là, Jérôme et ses collègues, ses frères, ont décidé, oui, ça c'est quelque chose qui reflète la réalité chez nous, et ça va vraiment nous aider. À ce moment-là, c'est le moment de négocier, ou je dirais, les licences qui peuvent être utilisées. Et pour ajouter peut-être plus précisément aux prérequis, donc ça c'est les prérequis processus et formation. Prérequis intégration ou interfaçage, il n'y en a pas. Le programme peut être utilisé en standalone, oui, avec des commandes types qu'on peut modéliser et qu'on peut même changer en fonction des commandes qui rentrent. Mais évidemment, la meilleure approche, c'est de pouvoir extraire ou prendre des données qui existent quelque part ailleurs, dans un ERP ou dans d'autres systèmes. L'interfaçage est vraiment très, très simple, enfantin, je dirais presque, pour lier les champs respectifs pour alimenter le programme. Donc prérequis 0, ça peut fonctionner en standalone, mais on peut aussi l'intégrer ou l'interfacer. Ok, merci beaucoup. Oui, comme l'heure tourne, je ne vais pas rajouter grand-chose, simplement pour dire que évidemment les replays seront disponibles pour les personnes qui voudront revisionner le webinaire.
que demain, donc aujourd'hui on a parlé digitalisation jusqu'à maintenant, que demain le dernier webinaire sera consacré au Sustainable Manufacturing Producing for the Future, donc à 10h30 pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et juste encore un mot pour dire qu'effectivement le ministère de l'économie soutient la digitalisation des entreprises et que Lux Innovation relaye cette politique de soutien par la mise en œuvre des programmes d'aide à la digitalisation, par les bien connus maintenant Fit for Digital et Fit for Digital Package. Donc, si vous avez des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous contacter, Claude ou moi ou n'importe qui chez Lux Innovation. On pourra vous conseiller là-dessus. Et si vous avez des questions à poser aux entreprises qui ont partagé leur expérience de la digitalisation, ils seront ravis de vous répondre directement pour toute précision complémentaire. Voilà, en tout cas, un grand merci à eux et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée également. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.